Alors, on va prendre les questions suivantes. Il y avait Madame là-bas. Oh là là. Bon, on va commencer par Madame là-bas. Excusez-moi parce que je ne connaissant pas les normes pour noter, c'est difficile. C'est très vite fait. Je voulais juste savoir, je crois savoir qu'il y a eu la séparation des églises et de l'État qui avait été votée, mais je n'en suis pas sûre et je voulais savoir où on en était, puisque il me semble qu'il y a une religion majoritaire qui est de base luthérienne et qui était en fait une religion d'État. Voilà, je voulais avoir une information là-dessus. Merci. Personne à côté, monsieur, oui. Ah, excusez-moi, ben, le micro est parti là-bas. Oui, bonsoir. J'aurais une question à vous poser concernant en fait le tout début du processus constituant. Vous avez, je crois, parlé d'un comité de 7 personnes désignées par le Parlement. C'est ce qui semble avoir été la première étape. Et je ne comprends pas bien comment cette décision a été prise et par qui, dans la mesure où ça semble être une volonté populaire à l'origine. Or, la désignation a été faite par le Parlement. Voilà, j'aurais voulu avoir une précision là-dessus. Il y avait monsieur là. Ah, il y a eu un pirate qui a pris le micro. Oui, juste simplement une question sur le système de représentation avant et après. C'est quoi? C'est proportionnel, c'est scrutin de liste, majoritaire, un tour, 2 tours, etc. Attendez, là il y a un monsieur qui a demandé plusieurs fois. Devant. Je serai bref. Madame l'ambassadrice et tous les membres invités, moi je vais intervenir sur un aspect plutôt socio-économique et culturel. Par rapport aux 522 candidats, pour les présenter, ce qui risque de poser vraiment des problèmes logistiques. Une des approches et des solutions serait de passer peut-être par une communication via le web, la web communication, d'ajouter peut-être un portail administratif, une fiche de présentation des candidats, par exemple, avec la présentation de leur programme, de mettre peut-être une application qui peut permettre aux citoyens de pouvoir cliquer j'aime ou j'aime pas, déjà jauger un peu les avis et de récolter un peu via un petit blog les intentions et puis voilà. Et puis par rapport à l'Islande, avec les rapports avec les autres pays. J'ai vu au niveau culturel qu'il est écrit « Venez découvrir l'héritage irlandais ». Je voudrais demander à Madame l'ambassadrice ce qu'elle pense plutôt d'une démarche inverse, à savoir la promotion de la culture irlandaise à travers les autres pays. Excusez-moi. Puisque j'ai vu quand même qu'il y avait une association France-Islande qui est une très belle initiative. Donc, comme moi-même je suis président de l'association Synergie des partenaires pour le développement durable, donc nous avons déjà vocation de promouvoir la marque France au niveau de l'Afrique francophone. Pourquoi ne pas aussi initier un projet culturel pour créer une association de partage de culture bilatérale entre l'Islande et l'Afrique subsaharienne. Voilà, merci. Le micro peut descendre un peu. Voilà, un monsieur qui demande depuis longtemps. Voilà. Merci. Donc Stanislas Jourdan, journaliste. Moi, je voudrais commencer par une remarque et après une question. La remarque, c'est par rapport à la dette des banques, etc. Je suis un des rares journalistes qui a étudié la chose de très près en France. Et j'invite juste à vous fassiez tous des recherches avant de dire que l'Islande a fait défaut, etc. Puisqu'en fait, c'est la dette seulement des banques, purement bancaire, qui n'a pas été remboursée. Enfin, en fait, qui est en train d'être remboursée en partie, et non pas la dette de l'État islandais. On est bien d'accord. Et donc, en fait, les accords avec le FMI et compagnie, ça visait finalement à nationaliser la dette des banques. Et c'est ces accords-là que les Islandais ont refusé.
Si, alors peut-être que l'ambassadrice pourra me corriger, mais en tout cas, voilà, moi c'est vraiment ce que j'ai analysé. Et donc, aujourd'hui déjà, les banques ont finalement commencé à rembourser en partie les investisseurs étrangers de ces banques. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en 2008, la couronne islandaise s'est effondrée, tous les marchés sont effondrés, et puis progressivement, les marchés ont repris. Donc les cours ont repris, et les actifs des banques, finalement, sont aujourd'hui en train d'être vendus, d'être liquidés, pour rembourser en partie les déposants et certains investisseurs. Voilà. Je vous invite juste à nuancer vos propos quand vous parlez de l'Islande, du défaut, etc. Et la question, c'est par rapport plus, cette fois, au processus constituant et aux élections, tout ça en général. On voyait bien tout à l'heure dans le propos de Michel Salé l'absurdité quelque part de vouloir une démocratie où on a des vrais citoyens, ou avec une liste de 500 personnes qu'on va choisir. On voit bien qu'il y a un truc un peu absurde dans ce truc-là, c'est-à-dire que dans 500 longs, on est incapable de juger qui va être le... Voilà. Et donc je voudrais vous interroger cette fois, Monsieur Bellon, est-ce que finalement on n'arrive pas, on touche pas du doigt là la pertinence de l'idée d'un tirage au sort, comme le défend par exemple Étienne Jean en France, etc. Enfin voilà, j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Bon, on considère qu'on commence à répondre, puis on continuera. Je peux me permettre de commencer. Je suis très heureuse avec cette question sur les banques et l'économie, même si je ne peux pas, dans quelques minutes, vous expliquer tous. Les banques sont faillites en 2008 par l'État islandais. Et pas notre infrastructure est intacte. Et ça veut dire, avec notre système, c'est aussi pourquoi nous avons réussi de rebondir assez vite. Nous sommes peut-être le premier pays à tomber, mais nous avons rebondi en 2011. Et nous avons maintenant une croissance à environ 3%. Landsbanken, qui a fait ses ISAF comptes, a vendu les biens, ça va être possible de rembourser toutes les dettes de ces hommes qui ont mis leur argent au compte chez Iceland. Il y a les actionnaires qui perdent, pas le garantie de l'Union européenne de rembourser, je crois que c'était 20 000 €. Le banque a déjà payé environ 50% quand tout était vendu, parce qu'on n'a pas vendu ce qu'on appelle de vente au feu. Quand il y a un feu, on n'obtenait pas beaucoup d'argent, mais on a attendu. Et ça veut dire qu'on va rembourser les dettes. C'est très important. Et pour l'État islandais, notre dette est encore haut, mais ce n'est pas très haut si on pense à beaucoup de pays européens. Notre couronne est tombé en 2008 par, je vais répéter, 55%. Mais ça a beaucoup aidé avec l'export, mais le pouvoir d'acheter est diminué par 30%. Ça veut dire le pouvoir d'acheter est diminué, les impôts ont augmenté, les dépenses. On a fait un vrai coup d'austérité. À propos de notre liaison à l'extérieur, nous sommes dans une île en Islande et pour vivre, c'est nécessaire d'avoir les bonnes relations avec le plus nombre de pays. Nous sommes très proches avec les autres pays nordiques. Nous sommes même dans un conseil nordique qui a réussi avant l'Union européenne la liberté de mouvement des personnes et de reconnaître le diplomat. Nous sommes vraiment avant l'Union européenne. Et nous avons eu beaucoup de relations avec les États-Unis avant, c'est un peu moins aujourd'hui.
Islande a demandé d'adhésion à l'Union européenne. Nous avons déjà négocié presque 3 ans. Mais l'Islande était membre de l'espace européen, ça veut dire tout l'acquis communautaire au domaine de la marché sont déjà lois en Islande. Mais les relations avec les pays de travail au domaine de coopération avec l'autre pays est très très active parce que c'est une absolue nécessité pour un pays comme l'Islande. Et nous avons le groupe d'amitié avec France, il y a plusieurs représentants ici, et notre chambre de commerce a organisé un événement au fin février. Notre présidente, Ólafur Ragnar Grímsson, il va rendre visite en France fin du mois février. J'espère qu'on pourrait organiser un événement parce que c'est vraiment intéressant de discuter, rencontrer notre présidente. La culture en Islande est vraiment européenne. Il y a les Norvégiens, qui sont les premiers en Islande, avec les Irlandaises. Mais notre culture n'est pas celtique, c'est nordique. Quelqu'un a posé une question sur notre système pour l'élection. On ne peut pas oublier que 2 tiers de la population islandaise vivent à Reykjavik. Nous avons 3 personnes chaque kilomètre carré. C'est pourquoi nous n'avons jamais eu une personne, un vote. Parce que dans la campagne, le vote pèse un peu plus. Mais on a essayé de réduire cette imbalance, mais c'est difficile. Au Parlement, où il y a beaucoup de députés qui sont là parce que nous avons ce système qu'un vote à Reykjavik pèse moins qu'un vote dans l'Est ou dans l'Ouest. Mais on essayait tout le temps de réduire cette différence. On parle même que toute l'Islande peut être constitutionnelle, mais ça, on n'est pas là encore. Circonscription, c'est pas possible encore. C'est peut-être dans l'idéologie, une personne, un vote. C'est pas la réalité en Islande. Mais c'est pour protéger la campagne. Je vais répondre à la question sur l'Église. Effectivement, donc il y a une Église nationale en Islande qui est luthérienne, mais qui est quand même assez indépendante de l'État. Néanmoins, les prêtres, donc les pasteurs sont rémunérés, ou du moins l'Église d'État reçoit une certaine somme qui lui permet de rémunérer les pasteurs. C'est inscrit dans la Constitution actuelle. C'est-à-dire dans la Constitution actuelle, il y a effectivement une référence à l'Église nationale. La Commission constitutionnelle, effectivement, a proposé qu'on enlève de la Constitution cette référence à l'Église nationale, précisément pour préparer la voie à une éventuelle séparation de l'Église et l'État. Mais cela a été repoussé lors du référendum du mois d'octobre. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Je dirais un mot aussi sur la représentation. Donc effectivement, actuellement, c'est un scrutin de liste dans 6 circonscriptions. Et ce sont des listes qui sont donc proposées au suffrage par les différents partis, les différents partis organisant en leur sein des primaires, en tout cas pour les plus grands partis. L'idée qui est évoquée dans le projet constitutionnel, c'est d'assouplir ce système-là de manière à ce qu'on puisse inclure ou intégrer dans les listes des candidatures qui n'appartiendraient pas à un parti politique. Voilà. D'après ce que j'ai compris, ça existe en Suède. C'est un vieux débat qui existe en Islande où on voudrait effectivement pouvoir introduire comme ça des candidats hors parti dans ces listes. Et bien sûr, les partis, eux, sont vent debout contre cette idée-là. Oui, puisqu'il y a eu une question qui a effleuré l'association de la Constituante, vous me permettrez, lorsque les questions seront finies, parce que l'essentiel est quand même sur l'Islande, et c'est le but de la soirée, de faire une réponse un peu générale sur l'association.
Donc des questions. Monsieur, là. Je veux seulement ajouter sur la religion que le nombre de catholiques a augmenté beaucoup, mais ça n'a rien à faire avec la crise, mais c'est parce que il y a nombreuses personnes de Pologne en Islande. Le nombre de catholiques a doublé. Oui, bonsoir. J'ai 3 questions. Alors, la première s'adresse à Madame l'ambassadrice et à Monsieur Charlier, si j'ai bien noté son nom. Merci, excusez-moi. Alors, la première question. Dans l'analyse un peu sociologique que Monsieur vous avez faite des 3 premiers des 25 qui avaient élaboré le projet de texte constitutionnel islandais, vous avez mis l'accent sur le fait que c'était des personnages qui, si j'ose dire, avaient pignon sur rue et avaient une certaine notoriété, étaient très connus, etc. Et avaient parfois des liens familiaux, si j'ose dire, avec des politiques ou des personnages qui, dans l'État islandais, avaient assumé de très hautes fonctions. Alors, ma question, alors, il y a à la fois un constat, si vous confirmiez la réponse à la question, évidemment, est-ce que c'est la même chose pour les 22 qui suivent, si j'ose dire, et si c'était le cas, est-ce que finalement on n'a pas là un élément un peu élitaire dans la manière, quant au choix des personnes qui a été effectué pour élaborer le texte constitutionnel. Donc c'est un premier point, donc qui évidemment par rapport au mouvement des casseroles, etc., marque tout de même une certaine distance par rapport au jaillissement, si j'ose dire, populaire, et qui a conduit à l'élaboration d'un nouveau texte constitutionnel, et, si j'ai bien compris, qui a été ouvert par l'arrivée de la gauche au pouvoir en Islande. La deuxième question, la votation populaire donc, a tranché en faveur de l'adoption du projet de texte constitutionnel, mais il semblerait qu'il y ait une menace sur l'avenir du texte constitutionnel avec le probable avènement de la droite, enfin du parti de l'indépendance lors des prochaines élections du mois d'avril. Donc là, il y aurait une espèce de rupture du mouvement démocratique qui est parti du fait d'un retour au jeu des règles parlementaires, si j'ose dire, pour aller vite et faire court. Et dernière question, quelle est la place du référendum d'initiative qui est faite dans le texte constitutionnel? Merci. Vous avez quelqu'un au fond, je crois, oui, voilà, monsieur là-bas. Il faudrait que le micro passe. Si on le confie, c'est rien. Merci. Oui, j'aurais 3 questions rapides. La première concerne les rapports de l'Islande à l'Union européenne. Je crois avoir entendu que vous avez évoqué rapidement, autour d'une phrase, le rôle de la commission de Venise dans le processus constitutionnel. Je voulais savoir quel rôle précis cette commission avait joué. Deuxième question, si l'Union européenne si la question de l'adhésion à l'Union européenne avait été l'objet de débats dans le cadre du processus constitutionnel, et enfin si avait été évoquée la possibilité de mandats révocables. Voilà, je vous remercie. D'autres questions? Oui, monsieur, ça redescend. Christian Darlot, si Madame l'ambassadrice peut répondre sans que cela nuise à son devoir de réserve, y a-t-il en Islande une oligarchie importante, soit nationale, soit étrangère? Parce que ce qui est clair en Europe, et particulièrement en France, c'est que l'oligarchie a pris le pouvoir, supprimé la démocratie, et que l'oligarchie française est entièrement au service de l'oligarchie mondiale, disons anglo-saxonne pour parler globalement.
Et donc un des grands dangers en France d'un processus constituant, ce serait une pure et simple confiscation par l'oligarchie. Et en particulier, les tirages au sort, on sait ce que c'est. Sieyès avait toujours une boule qui sortait de bonne couleur, et ça semblait bien. Donc, il y a un véritable danger. Je pense qu'effectivement, ce qui est possible à 325 000 habitants n'est pas forcément à 60 millions d'habitants, et surtout dans un pays comme la France, dont toutes les classes dominantes ont émigré mentalement à l'étranger. Oui, d'autres questions? Monsieur? Ça marche. Madame, vous avez répondu en partie à ma question, et je voulais revenir sur le sujet des banques islandaises. Et ce qui m'a permis de comprendre qu'il s'était passé quelque chose de très grave en Islande, c'est un film qui s'appelle Inside Job, qui est en fait l'introduction de ce film démarre en Islande. Sauf que le réalisateur n'est pas rentré dans le détail. Vous avez répondu en partie à cette question, mais je vais vous la reformuler. Les banques islandaises ont joué à quelque chose de très grave avec l'épargne des Islandais, l'épargne des entreprises. Elles se sont retrouvées en quasi-faillite. Et à un moment donné, les Islandais ont refusé de rembourser des banques anglaises. Et là, je voudrais que vous me précisiez le lien avec les banques anglaises, qu'est-ce qui s'est passé, et à quoi elles ont joué réellement. Parce que c'est tout le départ de l'indignation et de la colère des Islandais. Et j'aurais bien aimé voir la même colère en France, qu'est-ce que ça aurait été bien. Il y a d'autres questions?